Bien le bonsoir la populace. L'histoire que je vais vous raconter a choqué toute une nation. Le fait que dans la petite ville d'Édimbourg, deux jeunes femmes puissent disparaître et être retrouvées mortes en a choqué plus d'un. Ces deux meurtres du peuple de World's End sont liés à l'un des pires tueurs que l'Écosse n'ait jamais connu. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire d'Angus Sinclair. À l'époque, dans les années 70, Édimbourg était une ville très ancrée dans le passé. Il n'y avait pas de téléphone portable, pas de caméra de surveillance, aucun gadget qui accompagne aujourd'hui notre quotidien. À cette époque, la vie nocturne était encore assez calme. Les établissements fermaient à 23h et la ville retrouvait son calme. À la fin des années 70, les pubs commençaient à pulluler un peu partout dans la ville. L'un de ces pubs se trouve au centre d'une affaire criminelle qui retournera toute la ville. Car c'est dans cet établissement que deux jeunes femmes sont vues vivantes pour la dernière fois. Ce pub porte le nom de The World's End, la fin du monde. Il se trouvait au croisement du vieux Édimbourg et du nouveau Édimbourg, c'est pour cela qu'il avait ce nom. C'était un pub des plus normales, il était très bien aménagé, l'endroit parfait pour des rencontres avec une grande salle et une grande piste de danse. Le soir du 15 octobre 1977, 4 jeunes femmes décident de sortir en ville. Cette nuit était une nuit idéale. Les rues étaient bondées de jeunes voulant passer du bon temps en faisant le tour des pubs de la ville. Les jeunes femmes se sont d'abord donné rendez-vous à Princess Street, puis elles ont bu quelques verres en changeant régulièrement de pub, cherchant les endroits où il y avait de l'action. À cette époque, il n'y avait ni portable, ni réseaux sociaux. Il fallait sortir dans les pubs pour discuter avec les gens, passer de bons moments et faire la fête. Alors que la soirée se passait, elles décidèrent de se rendre au World's End. Vers 20h45, elles s'étaient déjà rendues dans 2 bars et ont bu quelques verres. Mais à ce moment-là de la soirée, elles n'étaient pas ivres. 2 personnes du groupe se connaissent depuis l'enfance. L'une s'appelle Christine Heidi et l'autre Helen Scott. Elles se connaissaient depuis toujours, elles étaient parties à l'école ensemble et fréquentaient le même cercle d'amis. Helen Scott était plutôt une fille de la campagne qui ne se souciait pas de comment elle s'habillait. C'était une fille pleine d'amour qui aimait aider les gens. Christine Heidi, elle, était un peu l'opposé. Elle était très vif, toujours bien apprêtée, toujours au centre de la fête. Elles étaient les meilleures amies du monde. Ce soir du 15 octobre 1977, le pub de World's End était bondé. À l'entrée du pub se trouvaient des tables où l'on pouvait s'asseoir pour parler. C'est là où les filles se sont assises. À ce moment-là, leurs 2 amies partent aux toilettes pendant que Christine et Hélène sont approchées par 2 hommes qu'elles ne connaissaient pas. Ils commencent alors à discuter et leurs 2 amies reviennent des toilettes pour leur dire qu'elles sont invitées à une soirée et pour leur demander si elles veulent y aller avec eux. Hélène et Christine refusent et restent avec les 2 hommes. Cette décision est la pire qu'elles prendront de leur vie. Vers 22h45, la fermeture du pub, on leur demande de partir et tout le monde sort. Le vigile du pub se souvient, ce soir-là, avoir vu Hélène et Christine sortir du pub et peu de temps après 2 jeunes hommes. Elles ont descendu High Street, puis elles ont tourné dans la rue Sainte-Marie, hors de vue. Ce sera la dernière fois qu'elles seront vues en vie. Plus tard dans la soirée, les familles des 2 jeunes filles remarquent qu'elles ne sont toujours pas rentrées. Ce qui s'est passé, c'est que les 2 familles pensaient que l'une était allée dormir chez l'autre et inversement. Mais le lendemain, les 2 familles se rendent compte que les 2 filles sont ni chez l'une ni chez l'autre. C'est à ce moment-là que leur disparition est signalée. Les familles étaient très inquiètes jusqu'à qu'ils entendent à la radio qu'un corps a été retrouvé. Le matin du 16 octobre 1977, l'inquiétude grandit après la disparition de 2 jeunes femmes de 17 ans, Christine Heidi et Helen Scott. Les craintes des 2 familles sont confirmées lorsqu'arrive la triste nouvelle. Un homme qui promenait son chien sur une plage du Lothian tombe sur le corps de Christine Heidi. Elle était allongée sur le dos nu et ligotée. Elle avait été étranglée avec du tissu déchiré de ses propres vêtements. Elle avait été découverte ainsi vers 14h. Le meurtrier n'a même pas tenté de dissimuler son corps. Il l'avait jeté sur la plage comme un vulgaire sac poubelle. Plus tard dans la journée, on entend à la radio qu'un 2e corps a été trouvé. Le corps d'Hélène est retrouvé à 2 km de celui de Christine sur une route de campagne dans un champ vêtu d'un manteau sans rien en dessous. Elle avait elle aussi été étranglée avec un tissu de ses propres vêtements. La police investit alors les lieux où les 2 cadavres ont été découverts et se rendent rapidement compte que les 2 meurtres étaient bel et bien liés. Ils ont découvert que le corps de Christine se trouvait sur une route isolée sans virage. C'était l'endroit idéal, tandis que Hélène semblait avoir été emmenée dans le champ et l'autopsie a révélé qu'elle est morte après Christine. Alors que les 2 familles apprennent la mort de Hélène et Christine, la ville est en état de choc.
Le fait que dans la petite ville d'Édimbourg, 2 jeunes femmes soient retrouvées mortes en a choqué plus d'un, comme si le temps s'était arrêté. Sur les lieux où ont été découverts les corps, la police cherche des indices. Les méthodes de l'époque semblent primitives par rapport à celles d'aujourd'hui. À cette époque, la police scientifique n'en était qu'à ses débuts. Les dossiers étaient encore en format manuscrite. Ils analysaient les cheveux, les fibres et le sang, mais rien d'autre. Ils ne connaissaient rien de l'empreinte ADN, mais ils disposaient de très beaux enquêteurs, dont un homme de la police scientifique qui a joué un rôle très important dans l'enquête, un certain Lester Knibb. Lui et son équipe ont analysé tous les éléments prélevés sur place, comme les morceaux de vêtements, les liens, ainsi que les prélèvements faits sur les parties génitales et d'autres parties de leur corps. Ils recherchaient la dernière chose qu'elles ont touchée avec ces vêtements. Tout comme les membres de la police scientifique, les enquêteurs utilisent des méthodes traditionnelles pour trouver des pistes. Ils se sont rendus dans le pub où elles ont été vues pour la dernière fois et ils ont retrouvé l'identité de toutes les personnes présentes ce soir du 15 octobre 1977. Ils ont alors eu recours au portrait robot, mais cette méthode était un peu obsolète, parce qu'il suffisait que la personne qui aide à le faire se trompe sur un détail pour que les enquêteurs se mettent à la recherche de quelqu'un qui n'existe pas. Malheureusement, les témoignages ne mènent à rien, et après plusieurs mois d'enquête, les policiers doivent accepter la dure réalité. Après 1 an d'enquête, le dossier se clôt de lui-même pour faute d'indices. Au cours des années 80 à 90, de nouvelles pistes sont envisagées et des témoignages sont vérifiés, mais les efforts des enquêteurs ne mènent nulle part. Cependant, ils n'abandonnent pas, et en 2004, cette persévérance finit par payer. 27 ans après le meurtre de Christine Heidi et d'Ellen Scott, le responsable de ces meurtres est sur le point d'être découvert. Les enquêteurs ont passé plus de 30 ans à enquêter sur le meurtre de ces 2 jeunes femmes, âgées de 17 ans, vues pour la dernière fois dans le pub de World's End, dans la nuit du 15 octobre 1977. La police savait avec certitude que 2 hommes étaient impliqués. Ils avaient été vus en compagnie d'Hélène et Christine dans le pub, mais ils n'avaient l'ADN que d'un seul homme. Tout avait été analysé, mais aucune trace d'une seconde personne n'avait été retrouvée. La police décide alors de comparer l'empreinte ADN à celle des criminels ayant déjà fait de la prison dans l'espoir d'arriver à associer leur échantillon d'ADN à celui d'un criminel déjà connu. Plusieurs jours passent, mais toujours rien. Les empreintes ne corroboraient avec aucune de celles des personnes déjà emprisonnées, mais il n'était pas envisageable que le meurtrier n'ait pas de casier judiciaire. L'enquête est alors restée en suspens jusqu'à l'évolution technologique de 2004. La technologie utilisant les chromosomes Y avait vu le jour. Grâce au chromosome Y, on pouvait obtenir le profil génétique du père. Il est le même dans toute la lignée mâle de la famille. Cette technologie a été utilisée pour trouver une correspondance dans leur base de données d'empreintes d'ADN. Un de ces individus pouvait être lié au suspect, mais pour cela les enquêteurs avaient besoin d'un échantillon d'ADN neuf. Ils sont alors retournés voir Lester Knibb 27 ans plus tard. Ce jour-là, Knibb s'est souvenu qu'il avait gardé un échantillon qu'il n'avait pas analysé depuis 1988. Cet échantillon était un petit bout de tissu prélevé sur le manteau d'Hélène Scott. Il a alors été analysé et on trouvait 2 empreintes ADN masculines sur ce morceau de tissu, ce qui les a directement emmenés à un certain Angus Robertson Sinclair. Mais qui est exactement Angus Sinclair? À cette époque, Angus était déjà en prison. Il avait été condamné à perpétuité pour une série de crimes sexuels commis sur des jeunes filles. En fouillant son dossier, ils ont remarqué qu'il avait été condamné pour le meurtre de Mary Gallagher. Angus Sinclair était un criminel sexuel très organisé. Il a commencé à agresser des jeunes filles dès l'âge de 15 ans. Il est alors condamné à cette époque pour le meurtre d'une fillette de 10 ans, Catherine Real. Il a atterri chez lui avant de l'agresser, la violer, et elle sera retrouvée morte par strangulation. À l'époque, il est condamné à 10 ans de prison pour homicide, puisqu'il est encore mineur, mais il est intéressant de lire dans son dossier que le juge qui l'a condamné à l'époque a déclaré après consultation de son rapport psychiatrique que Angus Sinclair représentait un danger pour les femmes. Certes, la police a l'un des 2 meurtriers, mais l'autre reste encore introuvable. Ils vont alors s'intéresser aux membres de la famille de sa femme et remarquer que des membres partagent des caractéristiques avec le profil ADN mystère. Ils éliminent la plupart d'entre eux pour se concentrer sur un seul de ses frères, Gordon Hamilton. Mais le seul problème était que Gordon était mort, et il avait déjà été incinéré. Malheureusement, il ne restait aucune trace de Gordon Hamilton sur Terre, tout avait été détruit. Il fallait donc trouver un moyen pour l'identifier. Gordon Hamilton avait fait des travaux chez l'un de ses amis durant les années 90. Les enquêteurs se sont alors rendus dans cette maison 10 ans plus tard, et ont alors examiné la pièce dans laquelle Gordon Hamilton avait travaillé. Ils ont alors démonté les corniches qu'il avait posées et ont trouvé en dessous l'ADN d'un homme qui correspondait parfaitement avec celui de l'homme mystère qu'il recherchait depuis 1995. Angus Sinclair gagnait bien sa vie dans les années 70 avec son travail de criminel, ce qui lui permettra de s'acheter un van avec lequel il va souvent pêcher et s'organiser des week-ends à travers l'Écosse
en compagnie de son beau-frère Gordon, son meilleur moyen de tuer. Il est temps pour les enquêteurs d'interroger Angus Sinclair en prison. À l'époque, il est déjà enfermé à perpétuité depuis 1982 car il a admis avoir violé plusieurs jeunes filles âgées entre 6 et 14 ans. En 2001, il est également condamné pour le meurtre de Mary Gallagher qu'il a violée avant d'étrangler avec ses propres vêtements. Sinclair n'avouera rien à propos de l'affaire du pub d'Édimbourg. Pendant l'interrogatoire, et ça pendant des heures, Angus ne dira pas un mot. Il était impassible, muet, avec les bras croisés. Malgré son silence, il sera jugé en 2007 pour les meurtres de Christine Heidi et d'Helen Scott. Peu avant le procès, une décision est prise. Les enquêteurs se concentreront sur le fait que de jeunes femmes avaient trouvé la mort, qu'elle avait été violée puis assassinée et que plusieurs empreintes avaient été trouvées. Mais Angus pouvait dire qu'il avait dragué des filles au pub, avait eu des relations sexuelles et ensuite qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il s'était produit. Il pouvait jeter la faute sur son beau-frère décédé. Le procès débute le 27 août 2007. Les craintes des enquêteurs sont rapidement avérées. Sinclair, qui avait été silencieux pendant des mois, voire des années, a déclaré qu'elle a été consentante. Le juge a alors déclaré que les preuves présentes à l'époque étaient insuffisantes pour justifier une condamnation. L'affaire était bel et bien close. La clause de double incrimination est alors modifiée en 2011, rendant possible un nouveau procès, mais à la condition très stricte que les preuves soient irréfutables. Heureusement, la science avait encore fait des progrès et un nouvel outil avait vu le jour, la lampe à ultraviolet. L'ADN de Sinclair et Hamilton a alors été clairement identifié sur les liens attachant les deux jeunes femmes, montrant qu'il avait non seulement touché les liens, mais qu'il les avait lui-même serrés, ce qui montre qu'aucun consentement n'était présent, ainsi que les traces trouvées sur les plantes de pied d'Helen Scott, qui montraient qu'elle n'avait pas été transportée sur ces lieux, mais qu'elle avait marché d'un point A à un point B jusqu'à l'endroit où elle avait été retrouvée. Le second procès d'Angus Sinclair débute le 13 octobre 2014, au tribunal de Livingstone en Écosse. Le procès de Sinclair est le premier ayant lieu grâce à cette nouvelle législation. Le plus remarquable est que Sinclair a décidé de fournir lui-même les preuves. Il a dit avoir rencontré les filles au pub, puis les a accompagnées chez elles, avant de les emmener au parc de Holyrood, puis il est descendu de son siège et est allé sur la banquette arrière, où il a eu des relations sexuelles avec les deux jeunes filles, et que son beau-frère a fait de même. Angus Sinclair venait de décrire un double viol commis par lui et son beau-frère Gordon Hamilton. Après 37 ans d'enquête de la part des experts et grâce à la patience des familles des victimes, Angus Sinclair est alors reconnu coupable du double meurtre du pub de World's End. Il est alors condamné à 37 ans de prison, la plus longue peine jamais condamnée en Écosse. Sinclair est décédé le 11 mars 2009 dans la prison HMP Glenorchy, à Loa, à l'âge de 73 ans. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était CCPA.